Bonjour à tous. Donc déjà, merci à Martine de m'avoir invité à communiquer ici, parce que moi je suis pas du labo, mais j'ai fait mes études à l'université de Savoie, mes mémoires sous la direction de Martine Bouvard, le TUTCC sous la direction de Martine Bouvard, et je travaille sur le TOC et de la validation d'échelle, donc on peut peut-être voir une petite similarité. Euh, donc aujourd'hui, juste je suis thérapeute et je suis psychologue clinicien au CHU de Montpellier et j'ai deux spécialités, c'est le trouble psychotique et le TOC. Et des fois, on me dit que ces deux spécialités, elles sont très différentes. Le TOC et les troubles psychotiques, c'est pas similaire. Et si on se met dans une approche catégorielle, effectivement, ça l'est pas. Dans une approche processuelle, il y a des points communs. Mais il y a deux points communs importants. C'est surtout, il a été relevé que dans le TOC, c'est une pathologie qui altère la qualité de vie au moins autant que la schizophrénie. Donc ça, c'est un point important, parce que des fois, le TOC, avec des émissions télé qui ont un peu vulgarisé ou rendu ça, où on était voir des gens qui ont des TOC pour des côtés un peu voyeurs, ça a rendu ça des fois un peu rigolo, mais il ne faut pas oublier que c'est une pathologie qui nuit gravement à la vie des gens. Et voilà, donc je pense que c'est important de le rappeler. Donc ces deux pathologies, elles ont ça en commun, puis elles ont une deuxième chose en commun, c'est l'impact que ça a sur les familles. Quand il y a un TOC ou une schizophrénie dans une famille, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Ça vient impacter très fortement la famille. Donc, j'ai décidé de faire une thèse sur les familles, parce que je me disais, à côté de mon boulot, j'avais pas assez de choses à faire. Donc, j'ai eu cette bonne idée de faire une thèse sur les comportements de la famille en lien avec le TOC. C'est une thèse qui est dirigée du coup par le professeur Stéphane Raffard à l'université Paul Valéry à Montpellier. Alors on va commencer par un petit exercice. J'aimerais que vous imaginiez, on va faire un monde fictif dans lequel il y aurait une épidémie, on vous demanderait de rester chez vous, et puis pour aller faire vos courses, on vous dirait qu'il faut mettre des masques et vous désinfecter les mains. Donc ok, vous êtes d'accord avec ça, ça vous va, mais j'aimerais aussi que vous pensiez à la personne que vous aimez le plus. Cette personne, elle a très peur de cette épidémie, et elle vous dit, est-ce que tu pourrais aller faire les courses à ma place? Vous dites quoi? Vous dites oui. Ok. Cette personne, du coup, ouf, qu'est-ce que ça lui fait? Ça la rassure. Vous avez fait les courses à sa place, super. Donc, elle vous remercie, elle est très contente. Vous êtes content aussi d'avoir aidé cette personne que vous aimez. Et puis, petit à petit, elle vous dit, est-ce que tu peux continuer à faire les courses? Parce que ça me rassure, et moi, ça ne me met pas en difficulté, pour toi, c'est plus facile. Puis, au fur et à mesure du temps, la personne, elle va commencer à vous dire, bon, mais peut-être que quand tu ramènes les courses, elles sont peut-être contaminées quand même par le virus, alors j'aimerais que tu mettes des gants, ou que tu nettoies les courses quand tu les ramènes à la maison, que tu les passes au lavabo tous et que tu les nettoies avec du produit, des choses comme ça. Là, vous allez continuer à dire oui, probablement. Alors pourquoi vous allez continuer à dire oui? Je vous laisse répondre dans votre tête, d'essayer de voir qu'est-ce qui va vous faire ça. Mais peut-être aussi que vous allez commencer à dire, bon, je le fais parce que sinon ça te met très en détresse, mais ça commence à me gonfler, quand même. Au bout d'un moment, vous allez dire ça. Vous allez dire, là, ça commence à bien faire. Parce que à faire les courses, ok, mettre des gants, nettoyer les courses, ça devient beaucoup. Et peut-être que là, la personne, à un moment, vous allez refuser. Et peut-être que cette personne, elle va vous dire, ouais, mais si tu refuses, ça veut dire que tu m'aimes pas, ça veut dire que, enfin, X raisons, ou moi, je vais être pas bien, je vais pas dormir de la nuit, si je dors pas de la nuit, je vais pas pouvoir aller au travail, si je vais pas au travail, je vais perdre mon travail, et si je perds mon travail, on pourra plus payer le loyer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et du coup, vous allez vous dire, tant pis, je vais faire les courses, je vais les nettoyer, je vais faire les courses avec des gants, etc. Donc voilà, vous avez compris sur quoi je travaille, donc on peut s'arrêter là. Non. Alors, pourquoi il y a des suricates aussi? J'en viens à ce même phénomène d'accommodation familiale, c'est que les suricates, j'ai vu un documentaire où en fait ils s'accommodent vachement, parce que c'est un animal qui vit en groupe. Et du coup, quand il y en a un des membres du groupe qui fait preuve d'un peu de faiblesse ou de vulnérabilité, le groupe étant plus fort ensemble, ils vont s'accommoder pour protéger le plus faible. Alors jusqu'à un certain point, quand le plus faible devient un fardeau, soit il le laisse mourir, soit il l'assassine dans son sommeil. Mais c'est... Voilà. Néanmoins, tous les animaux sociaux en fait font de l'accommodation. C'est pas spécifique à l'être humain. Il y a de l'accommodation dans le cas de pas mal d'animaux qui vivent en groupe. Alors ça, c'était la version vulgarisée. Évidemment, il y a une définition scientifique de ce concept. Excusez-moi.
L'accommodation familiale, c'est tous les changements de comportement qu'adoptent les membres d'une famille d'un proche souffrant de troubles mentaux dans le but de diminuer la souffrance et la détresse qui y sont associées. Donc c'est très large comme définition en fait. Dès lors que quelqu'un a un trouble, tout ce qu'on va faire, alors vous imaginez, c'est un gros panel de comportements. Ça peut être d'une petite phrase pour rassurer jusqu'à une implication dans des rituels ou à faire à la place d'eux, etc. Je vais y venir un petit peu après. Ce concept d'accommodation familiale, il a paru dans la littérature qu'en 1995, donc c'est quand même assez récent, même si c'est évident qu'en fait les cliniciens, déjà avant, ils remarquaient bien que les familles, elles s'adaptaient aux troubles, il n'y a rien de... Comment dire, c'est pas mystérieux, quoi. On savait que les gens ils faisaient quelque chose de différent dès lors qu'il y avait un trouble dans la famille, mais ça n'avait pas été étudié. Et peut-être aussi en raison des référentiels qui étaient différents avant, où effectivement on voyait ce phénomène peut-être d'une autre façon. Parce qu'on peut trouver en psychanalyse des explications de ce comportement, mais avec d'autres noms et d'autres explications également. Ce que montrent les auteurs la plupart du temps, c'est qu'il est impossible de ne pas s'accommoder, quasiment impossible en fait quand on fait des mesures. À chaque fois qu'il y a une pathologie présente, en général, s'il y a un proche qui vit avec la personne, il y aura accommodation. Alors, pour en parler, j'aime bien aussi quand même les témoignages de gens qui l'ont vécu. Donc c'est un témoignage de Raphaël Blau, qui est quelqu'un qui est rétabli du TOC et qui est un membre actif de la FTCC. Alors je me permets de mettre son témoignage et son nom parce que il est diffusé publiquement et que je connais bien Raphaël. Il explique « Après quelques mois de grande souffrance, il m'est devenu impossible de cacher mes rituels à ma compagne. J'ai donc dû acculer et la mort dans l'âme, lui confesser le mal dont je souffrais. Dès lors, et ce fut un deuxième point d'inflexion que nous avons affreusement mal géré, ma compagne a commencé à rentrer dans le jeu de mon TOC, et à effectuer les rituels avec moi, voire à ma place. Les effets furent catastrophiques. Entrant dans mon TOC, ma compagne a malgré elle contribué à aggraver ma maladie, tout en générant pour elle un profond mal-être. Cette situation a fini par anéantir notre couple. 2 ans plus tard, lassée de mes TOC qui ne faiblissait pas, elle m'a finalement rejeté et quitté dans des circonstances très douloureuses. Je ne sais pas la suite, mais la suite, il explique qu'il a commencé une TCC suite à ça. Donc ça, c'est une réalité souvent. Donc Raphaël, je l'ai rencontré après ce témoignage et quand je lui ai parlé d'accommodation familiale, il s'est reconnu puisque c'est ce qu'il avait vécu dans sa relation de couple. Et il m'a dit, si seulement on avait parlé avant et qu'on avait parlé à ma compagne de ça, ça aurait pu être très très utile. Alors, un point qui me paraît important, je sais que la science, c'est en constante évolution et que ce n'est pas toujours très fiable. Sur l'accommodation familiale, c'est particulièrement pas fiable les données. Je suis assez honnête avec ce domaine de recherche. C'est qu'il y a beaucoup d'études qui sont sur l'enfant, avec des faibles échantillons. Dans les groupes enfants, ils mettent des gens de 4 à 17 ans. Alors vous imaginez que l'accommodation avec un enfant de 4 ans et un jeune de 17 ans, c'est quand même pas la même, hein, logiquement. Et du coup, les panels qu'on a, c'est sur les mamans, puisqu'on a peu de réponses des pères, et encore moins chez l'adulte, parce que moi, mon domaine, j'étudie ça chez l'adulte. Et chez l'adulte, on a peu de données et sur des échantillons qui sont souvent faibles. Alors, il y a quelques très bonnes études, heureusement, mais voilà, sur presque 30 ans de recherche dans ce domaine, je préfère dire qu'effectivement, ce que je vais dire, il y a des fois, il y a des articles qui sortent là un peu plus puissants et qui disent c'était des bêtises. Donc, je préviens. Cette accommodation familiale, j'en parle dans le TOC, mais elle a été identifiée dans beaucoup de domaines, dans l'ensemble des troubles anxieux, sur les troubles des conduites alimentaires, et tous ceux qui sont écrits là, spectre autistique, etc. Ça n'a pas encore été mis en évidence dans la bipolarité, dans le trouble borderline ou dans la schizophrénie, du fait de l'hétérogénéité de ces pathologies, du nombre de symptômes présents. C'est plus difficile à mesurer dans ce cadre-là, mais il est probable que ce soit existant également. Alors les auteurs, ils ont défini qu'il y avait 4 grands domaines de l'accommodation familiale dans le TOC: les changements de la routine quotidienne familiale, la participation active au rituel, l'aide aux évitements et la non-opposition à la réalisation des compulsions. Plus spécifiquement, les changements de la routine quotidienne, c'est des choses que vous pouvez imaginer assez facilement. Si mon proche il a un TOC le matin, qu'il lui faut 1 heure de vérification dans la maison,
Il est probable que souvent j'arrive en retard. Si c'est mon fils, eh ben, peut-être pour l'emmener à l'école, au collège, ça va être un peu compliqué. Je vais devoir changer mon mode de vie s'il y a des questions d'hygiène, d'ordre, de rangement, etc. Je pense à des gens, oui, quand ils rentrent chez eux, ils doivent enlever leurs chaussures, enlever leurs vêtements, aller prendre une douche, ou alors il ne faut pas toucher un objet sans la permission de la personne qui est concernée par le TOC, etc. Faire attention aux mots de vocabulaire, parce que des fois dans le TOC, il y a des mots qui activent le TOC, donc ils font attention à ne pas les dire. Et ils acceptent des conditions de vie non désirées. Ça, c'est souvent le cas aussi, c'est qu'effectivement, à force, comme je vous ai dit tout à l'heure, au début, vous acceptez de faire les courses pour la personne. Au début, c'est OK, ça vous fait plaisir de faire plaisir et d'aider la personne. Mais au bout de 2 ans, ça finit par vous gonfler et vous vous retrouvez à avoir une gestion, une charge mentale qui est beaucoup plus élevée. Et ça commence à plus trop vous faire plaisir. On y viendra un petit peu après. La participation active au rituel, ça c'est très clair. On en trouve jusqu'à 50% chez l'adulte, 60% chez l'enfant. C'est-à-dire que les gens ils vont être inclus dans le rituel, donc ils vont se mettre à faire des choses liées à la compulsion. Donc ça peut être participer au nettoyage, ça peut être participer à des rituels verbaux. Je pense à un monsieur, il devait, pendant 1 heure tous les soirs, sa femme, elle restait avec lui, elle lui faisait répéter des listes de mots. Voilà. Et si elle le faisait pas, s'il ne le faisait pas, une fois il a dit non, elle a pris la voiture en lui disant bah, je vais aller me suicider, et elle est partie pendant 2 heures, il ne sait pas où elle est partie. Vous imaginez bien qu'il a eu très peur du coup, et que le lendemain il s'est remis à faire le comportement, à se réinclure dans le rituel parce qu'il a eu trop peur en disant non ce soir-là. Bref, il y a plein d'autres exemples qu'on pourrait donner. Il y a les aides aux évitements, ça c'est, on le fait assez intuitivement. On va faire les courses à la place, c'est ce que je décrivais tout à l'heure. Quand vous allez faire les courses à la place de, vous favorisez, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec les TCC, ce qu'on appelle un évitement, de ne pas se confronter à ce qui nous fait peur. Donc effectivement, on va favoriser les évitements en faisant les choses à la place d'eux. Peut-être que certains reconnaîtront, s'ils vivent avec un proche un peu anxieux, qui n'a pas forcément une pathologie, des petites choses qui vivent au quotidien. Donc faire le ménage à la place, les obligations de la vie quotidienne et éviter certains mots également. Et la dernière chose, la non-opposition à la réalisation, c'est-à-dire qu'effectivement, ne pas s'opposer est aussi un comportement d'accommodation, c'est-à-dire que ne rien faire, être OK avec le fait que son proche fasse un TOC, c'est un comportement d'accommodation. Ça, c'est moins évident à comprendre pour les gens, se dire bah, je laisse faire ses TOC et il se débrouille avec ses trucs. Bah, ça fait partie de l'accommodation également. Donc on va laisser la possibilité, par exemple, beaucoup d'ados qui prennent 45 minutes de douche, 1 heure de douche, 1 heure et demie de douche, et les parents vont accepter, dire bah, sinon il n'est pas bien en fait, et du coup on le laisse faire. Donc ces comportements, ça a beaucoup de conséquences. La première, c'est que ça empêche les personnes de faire face à la détresse, et là on revient dans le modèle des TCC où le but de l'exposition, c'est finalement d'apprendre que je suis capable de gérer mon émotion désagréable et qu'en fait, c'est pas si grave de ressentir une émotion, que ça peut être OK. Donc là, on ne peut pas apprendre à faire face à la détresse, on apprend juste qu'on n'est pas capable de faire face à la détresse. Ça empêche aussi de voir les croyances que bah, si je vais faire mes courses, peut-être je ne vais pas choper le virus dont j'ai peur. Si j'y vais jamais, je ne peux pas l'apprendre, ce nouveau comportement. Et on ne peut pas avoir de phénomène d'habituation. À force d'être confronté à un stimulus, je finis par ne plus en avoir peur. Il y a aussi un autre truc au niveau identitaire, c'est le proche. Qu'est-ce que j'apprends moi en tant qu'aidant sur mon proche? Bah, j'apprends de lui que c'est une personne vulnérable, pas capable. Et vous voyez que pour la suite de la communication, si j'ai cette vision-là de la personne, ça ne va pas être terrible. Parce que je me dis, bah, il n'est pas capable, il faut que je fasse à sa place, il n'y arrive pas. Et lui-même, il va apprendre sur lui-même qu'il est quelqu'un qui n'est pas capable et qui a besoin de quelqu'un pour être aidé. Donc vous voyez, dans les deux cas, c'est pas terrible ce qu'on apprend sur soi à ce moment-là. Là, on pourrait peut-être plus faire le lien avec la mémoire autobiographique. Alors, un autre problème de l'accommodation familiale, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de modèle explicatif de l'accommodation familiale. On a des données, mais on n'a pas un truc qui résume un peu tout ça. On a juste un modèle du maintien. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai une détresse liée à un trouble? Il y a de l'accommodation. À court terme, ça fonctionne à réduire la détresse.
Du coup, j'apprends que je suis dépendant à mes proches pour ma régulation émotionnelle et ça maintient les symptômes. D'autres conséquences, c'est la hausse du fardeau pour les aidants. Ça, c'est les conséquences qui ont été mises en évidence. La baisse de la qualité de vie et du fonctionnement familial. Et surtout, ça réduit l'efficacité des thérapies et les rétablissements spontanés. Donc ça, c'est un gros problème pour les cliniciens. Parce qu'en France, on oublie un petit peu chez l'adulte de prendre en compte les familles, alors qu'en fait, ils vont avoir un rôle à jouer. On sait aussi qu'il y a une forte corrélation entre l'intensité du TOC et l'accommodation familiale, que ça augmente les symptômes dépressifs et ça détériore la qualité de vie. Et comme dans le témoignage de Raphaël, ça diminue la qualité de vie, la relation de couple, mais surtout pour l'aidant. D'accord ? Parce qu'effectivement, dans mon exemple de tout à l'heure, si c'est vous qui allez faire les courses à la place de l'autre, si vous êtes en couple, c'est vous qui allez en avoir marre. L'autre, ça lui va, hein, vous faites les courses, c'est cool, hein, tout va bien. Donc, et ça le rassure, il ne va pas choper la maladie en allant au supermarché. Mais vous, vous en avez marre. Donc qu'est-ce qui se passe ? Comme dans le cas de Raphaël, ça crée beaucoup de séparation. Et c'est un point important parce qu'en fait, les proches n'ont pas le même point de vue que les gens concernés par le TOC. Donc pour les études, on doit avoir les deux points de vue, c'est aussi une des difficultés de ce domaine. Là-dessus, je vais aller un peu vite pour après présenter mes résultats. Il y a des facteurs qui prédisent un peu le haut niveau d'accommodation. Donc quand il y a des TOC externalisés de lavage, de vérification, les hauts niveaux d'émotions exprimés dans la famille, donc un haut niveau de critique. Les comportements coercitifs, ça j'en parlerai plus après, puisque justement ça fait partie de mes études. Et la détérioration du fonctionnement en vie quotidienne, c'est-à-dire si j'arrête d'aller travailler, je vais avoir tout le temps pour toquer chez moi. Donc effectivement, ça va être prédicteur de plus d'accommodation. D'accord ? Plus en fait je réduis ma vie, plus mon proche va devoir s'accommoder et compenser. Alors que si je continue malgré le TOC à aller travailler, à voir mes amis, etc., il y aura moins d'accommodation, donc on a un profil à risque. Les gens justement qui quittent leur travail ou leur monde, leur vie sociale, qui font de nombreux évitements, qui ont un conjoint ou une conjointe, quelqu'un en tout cas, qui ont une relation de couple, et qui ont des comportements de TOC externalisés, c'est les gens les plus à risque d'accommodation. Ça, c'était la petite partie donc, théorique. J'essaie de suivre à peu près où j'en suis de l'horaire. Les études que j'ai faites, alors la première, c'était de pouvoir valider l'échelle de mesure de l'accommodation. Alors, un des problèmes, c'est que depuis 1995, il n'existe qu'une seule échelle, en fait. Donc, pour mesurer un même concept sans arrêt, on a toujours cette même échelle qui a été créée dans des conditions un petit peu détendues, on va dire. Il y a des gens qui ont dit bon, on pense que c'est ça l'accommodation, on les met dans une échelle et on dit que c'est OK. Donc ça, c'est un des problèmes de ça, mais c'est la seule échelle qu'on ait. Donc c'est un bon début quand même. Le but aussi, c'était de voir le rôle de la honte et de la culpabilité chez l'aidant et d'étudier les comportements coercitifs, donc les comportements qui consistent à prendre en otage l'autre en faisant du chantage affectif ou en étant en colère, etc., pour l'obliger à s'accommoder. Alors cette échelle d'accommodation, je sais que normalement la partie validation d'échelle, c'est pas ce qui passionne le plus les foules, je vais essayer de rendre ça un peu intéressant. Depuis 1995, il y a eu plusieurs versions, sachant que la première fois, il y a une version pour l'aidant et une version pour le patient. C'est les plus récentes versions, c'est ces deux versions-là. Jusque-là, il n'y avait pas eu d'analyse factorielle sérieuse jusqu'en 2022. Donc ça veut dire que toutes les études avant ont été faites avec ces échelles sans aucune analyse factorielle. Il y en a une qui est sortie en 2022 et qui dit que cette échelle est à peu près correcte, grosso modo. Mais elle loupe probablement beaucoup de comportements d'accommodation. Je vous donne quelques exemples. Mon proche m'a rassuré sur le fait qu'il n'y avait aucune raison de craindre mes inquiétudes liées au TOC. La version aidant, j'ai rassuré mon proche sur le fait qu'il n'y avait aucune raison de craindre ses inquiétudes liées au TOC. Donc voilà, c'est la même version, sauf qu'il y en a une c'est G, l'autre c'est je, l'autre c'est mon proche. Du coup, pour recruter 85 diades, parce que du coup il nous faut à chaque fois les deux, donc c'est un peu pénible pour le recrutement, parce que déjà recruter une population clinique c'est pas évident, mais une population clinique plus le proche, ça devient un peu galère, donc on a fait quand même 300 entretiens pour avoir 85 diades.
Parce que beaucoup de gens qui ont des TOC, en fait, sont seuls. De fait, effectivement, des conséquences du TOC, ça crée un isolement social, et du coup, il n'y a personne qui s'accommode, parce qu'ils vivent, ils vivent souvent seuls. Voilà. Donc on a une population avec un score élevé à la Waybox, donc l'estimation du TOC est élevée. 23, donc la moyenne, c'est un bon TOC. Et qui a une moyenne de 30 ans, donc on a bien une population adulte représentative. Les deux échelles, elles montrent une consistance interne qui est bonne, donc on peut les utiliser a priori. Sur ce plan-là, en tout cas, elles sont relativement sérieuses. 0,89 pour la première, 0,89 pour la deuxième, donc c'est plutôt bien. Les validités convergentes et divergentes, c'est ce qui est retrouvé dans la littérature. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation avec l'intensité du TOC. Plus il y a d'accommodation, plus il y a un TOC élevé, ou le contraire. On ne sait pas dans quel sens ça marche. C'est les deux qui s'influencent probablement. Il y a un lien avec la détresse perçue et les autres. Il y a des corrélations avec le fardeau, le fonctionnement familial. Et pour la validité convergente, l'UPPS, c'est une échelle d'impulsivité, donc du coup qui n'a rien à voir avec le concept. On a fait une analyse exploratoire. Alors 86 personnes pour une analyse exploratoire, c'est pas assez, mais on l'a quand même fait parce qu'on a fait avec ce qu'on avait. Du coup, il y aurait 4 facteurs comme dans la littérature, mais on ne retrouve pas les mêmes items aux mêmes endroits, donc ça c'est à discuter. Sachant que les 4 items à la base, ils n'ont pas été placés. Les 4 sous-échelles, je veux dire pas les 4 items, les 4 facteurs. À la base, dans la littérature, ce n'est pas 4 facteurs qui sont apparus après des analyses statistiques, c'est les auteurs qui ont décidé que c'était ces 4 facteurs-là. Du coup, forcément, on ne retrouve pas les mêmes quand on fait des analyses dessus. Enfin, forcément. On pouvait s'en douter. Voilà, ça, c'était la partie sur l'échelle. Sur la deuxième partie, le lien entre les émotions des proches et les comportements d'accommodation. Donc, la culpabilité, l'idée c'est que si je me sens coupable, j'essaie de réfléchir à comment je formule ça. Ouais, si je me sens coupable à l'idée de ce qui pourrait se passer, en fait, ce qui a été montré dans la littérature, je me sens coupable à l'idée de ce qui pourrait se passer si je ne m'accommode pas. Donc, la culpabilité va me pousser à m'accommoder. D'autant plus que quand je sens que la situation est bloquée, qu'il n'y a pas de possibilité de rectifier la situation, la culpabilité, elle me pousse à utiliser des stratégies de coping dysfonctionnelles. Et ce qui a été montré, c'est que les gens se sentent très impuissants face au TOC. Donc, effectivement, ils sont dans une situation où ils ne savent pas rectifier la situation. Donc, ils continuent avec les stratégies qui ne fonctionnent pas. Ça a été montré que chez l'enfant. Donc, le but, c'est de le montrer chez l'adulte. Même rôle, la honte. On sait que les gens les familles, quand il y a un proche qui a une pathologie mentale, ils ont un peu honte, ou beaucoup, ça dépend des familles, et ils essayent de le cacher. Donc en voulant le cacher, probablement qu'ils vont essayer de faire des choses à la place d'eux, pour pas que le proche sorte ou soit visible, en tout cas dans sa pathologie. Et ces émotions, ça c'est les émotions de l'aidant, elles mènent forcément à des comportements chez la personne, qui souffre du TOC, et c'est ce qu'on appelle les comportements coercitifs. Donc c'est ces comportements où je vais prendre en otage, vraiment de coercition, c'est ça, je vais prendre en otage mon proche pour le forcer à s'accommoder. Chez l'enfant, c'est décrit souvent comme les attaques de rage. Un enfant qui fait une grosse crise en public, là au supermarché, il tape des poings, il hurle, etc. Il tape dans les murs, dans le but que effectivement l'adulte change son comportement. Chez l'adulte, ça n'a pas été décrit. Donc du coup, le but, c'était effectivement de le décrire chez l'adulte. Quelques items de l'échelle de coercition pour comprendre vraiment ce qu'on mesure. Des choses comme force les autres à agir en son nom en raison de sentiments de peur ou de dégoût et réagit au refus par la rage ou la violence. Prive ses proches ou d'autres personnes de sommeil. Alors j'avais beau être habitué de la clinique du TOC, quand j'ai récupéré les résultats là, j'ai halluciné de ce que les gens y cotent en fait. Et on apprend plein de choses finalement sur ce qui se passe dans la famille que la personne ne nous dit pas en fait. Parce qu'il se passe des trucs assez graves en fait au sein de la famille. Et c'est vrai que ce n'est pas la personne qui souffre du TOC qui va venir vous le dire. On a une corrélation très très forte entre le score donc, de l'échelle d'accommodation familiale notée par le proche, l'ASR, avec la coercition. On a aussi des liens avec le fardeau et
un lien négatif avec la culpabilité. Donc après une analyse de médiation, ça donne un truc comme ça. Alors j'ai fait mes stats cette semaine, donc la présentation n'est pas parfaite, mais l'idée en tout cas des résultats, c'est que moins je me sens coupable, moins je vais m'accommoder de base, et du coup plus mon proche va utiliser des comportements de coercition pour me forcer à m'accommoder. Si de base il s'accommode, je ne vais pas faire de coercition. C'est plutôt logique en fait, je ne vais pas le forcer, c'est bon, il le fait tout seul. Mais si effectivement il a une faible tendance à culpabilité, il s'en fiche, il me regarde faire mes tocs, il ne s'accommode pas, et ben du coup je vais être obligé de le forcer. Donc ça va augmenter les comportements de coercition. Comportements de coercition qui vont augmenter effectivement l'accommodation. Alors dans ces résultats, il y a aussi un rôle du fardeau. Pareil, je ne sais pas trop l'expliquer pour l'instant. Comment ça se fait qu'il y a une corrélation négative entre le fardeau et la culpabilité? Moins j'ai de culpabilité, plus je note le fardeau. Alors je pense que c'est parce que les gens au questionnaire, ils n'ont pas honte de côté que leur proche est un fardeau pour eux, parce qu'ils ont moins de tendance à la culpabilité, versus les gens qui auraient une grosse culpabilité, qui eux auraient tendance sur le questionnaire, par désirabilité sociale, etc., à sous-coter cette échelle. Probablement quelque chose comme ça. Donc on a ce lien-là qui est important. Et je vais ajouter que la TOSCA, elle est très corrélée, donc l'échelle de culpabilité est très corrélée avec le machiavélisme et le niveau d'empathie. Donc c'est pas tant la culpabilité qu'un faible niveau d'empathie, en fait, qui ferait que, effectivement, ce faible niveau d'empathie fait que je ne m'accommode pas. Et du coup, les comportements de coercition augmentent. Un autre aspect que j'ai trouvé là dans les données, c'est que, alors ça c'était pas attendu parce que dans la littérature il n'y a pas de différence homme-femme, mais là sur le groupe il y a une différence homme-femme sur les comportements coercitifs rapportés. Alors pareil pour l'expliquer, ça doit être certainement beaucoup de dimensions culturelles qui font qu'effectivement la détresse n'est pas perçue de la même façon chez une femme que chez un homme et s'exprime peut-être pas de la même façon chez une femme et chez un homme. Et pour l'instant j'ai pas lu la littérature sur ce sujet-là, parce que c'était un résultat qui était inattendu. Du coup, pour expliquer ce phénomène. Si vous avez des explications, après, je suis preneur. En discussion, donc c'est vraiment ce qui ressort aujourd'hui de l'accommodation familiale, c'est que c'est important de le prendre en compte dans les TCC, du TOC et de tous les troubles anxieux. Voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire ensuite. Donc, oui, c'est aussi augmenter les outils de mesure de l'accommodation familiale, et peut-être en passant par d'abord des analyses qualitatives pour recueillir tous les comportements qui existent au sein des familles dans le cas de troubles anxieux, et après pouvoir rédiger une échelle qui soit un peu plus vaste que celle qu'on a à l'heure actuelle. Comme je disais, on n'a que cette échelle pour mesurer tous ces phénomènes. C'est peut-être pour ça aussi que les résultats aussi des études aujourd'hui sont souvent contradictoires. Donc c'est important. Dernière chose en critique, c'est que la TOSCA est censée mesurer la culpabilité, mais j'ai aussi fait passer une échelle de culpabilité qui, elle, ne corrèle pas. La TOSCA, c'est une échelle avec des scénarios, c'est pas une échelle avec des propositions. Et du coup, elle ne mesure pas pareil. Alors dans la littérature, la TOSCA ne corrèle jamais avec les échelles de culpabilité. Les autres, hein, c'est sa caractéristique. Mais ce serait intéressant de voir ce qu'elle mesure vraiment. Donc c'est pour ça que je propose plutôt quelque chose qui serait lié à l'empathie, plutôt que réellement la culpabilité. Enfin, ce serait intéressant de pouvoir avoir une taille d'échantillon plus grande pour pouvoir avoir des données plus pertinentes. Au niveau clinique, le but, c'est de développer les TCC familiales de l'adulte en France, de pouvoir proposer effectivement ce type d'intervention, avec une cible qui serait de tester effectivement des groupes où on viserait les comportements coercitifs dans les thérapies, puisque vu que c'est ce qui ressort, ce serait probablement une cible intéressante. En thérapie, je le fais beaucoup avec les gens que je reçois, c'est cibler, d'enlever tout de suite au sein de la famille les comportements qui posent problème. Ça a un effet très pratique, c'est que du coup, le proche, il est content, il voit un effet direct. Donc il dit à la personne, continue cette thérapie, c'est trop bien. Et du coup, ça augmente l'engagement dans la thérapie. Enfin, moi, ça me facilite en fait le travail pour la suite. Est-ce que c'est efficace ou pas? Plus efficace qu'une thérapie classique, ça, ce serait à tester par la suite. Voilà, l'idée, ce serait aussi de pouvoir faire de la psychoéducation sur les émotions de l'aidant pour l'aider à mieux gérer ce qui lui arrive quand il a son proche en détresse, parce que lui aussi, ça lui fait quelque chose. Et c'est aussi se poser la question
de tous les soignants qui s'accommodent, parce qu'il n'y a pas que au niveau familial, il y a les soignants en fait, qui s'accommodent beaucoup pour tous les gens qui sont en institution. Hein, pour travailler en psychiatrie, il y a beaucoup de gens où c'est les soignants qui font à leur place, et je pense que ça ne les aide pas. Bien souvent, je pense que c'est plutôt contre-productif. Donc ça, c'est une perspective pour l'avenir. Et je pense que je suis à peu près dans les temps. Alors normalement, il y a un merci là, mais je ne sais pas pourquoi il n'y est pas. Merci pour votre attention.